Bonjour, bonjour à tout le Bonjour. monde. Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le groupe 3E. Le sujet de ce matin, porte sur les ASC et les conditions, la neutralisation de la condition d'ancienneté et le séisme, à tout le moins que ça peut, à tout le moins les interrogations multiples que ça pose au niveau des CSC, des CSE. Donc, merci à 3E de porter ce sujet d'actualité, parce que c'est fin 2025 que cette contrainte nouvelle va s'imposer dans l'ensemble des CSE. Alors, je vous préviens tout de suite. Donc, moi, je suis Rodolphe Ederle. Je vais avoir le plaisir d'animer cette rencontre. Je suis le responsable éditorial de Miroir Social. Et je vous promets, pour éviter des frustrations, c'est clair que ce matin, vous êtes nombreux dans la salle. N'hésitez pas à partager ce que vous faites, les interrogations qui se partagent au sein de votre CSE sur ce sujet, sur comment on va faire. Surtout, ce matin, n'attendez pas une réponse ferme et définitive sur la solution miracle qui pourrait exister, parce que je pense qu'elle n'existe pas. On est vraiment sur un peu, comme je le disais en introduction, sur des zones grises. C'est des chemins à baliser. Il n'y a pas de réponse assurée. Et à partir de là, de raison de plus pour partager un maximum d'échos sur vos interrogations et sur les décisions que vous prenez pour vous préparer dans les meilleures conditions à cette contrainte qui n'est pas simplement une règle budgétaire, une règle de calcul, une nouvelle règle de calcul qui a induit des changements vraiment potentiellement dans votre approche en termes d'ASC et du périmètre de ces ASC, des conditions d'éligibilité à celle-ci. Donc, voilà, un sujet riche ce matin. Je ne vais pas être plus long. Donc, merci à 3E représenté ici par Geoffrey Le Baron. Tu es responsable de mission chez 3E Expertise, Geoffrey. Et on a la chance d'avoir le témoignage de 4 élus. Alors, Aïcha va nous rejoindre, Aïcha Genet qui va nous rejoindre, mais on a déjà sur scène. Donc, Nathalie Martinez, toi, tu es élue au CSE de Ipsos avec une problématique d'enquêteurs qui sont vacataires et qui posent un sérieux sujet dans une entreprise comme la vôtre. Maud, excuse-moi, Maud Potier, excuse-moi. Toi, tu es responsable des ASC chez Canal+. Et là, pareil que Nathalie, là, c'est saisonnier, comment s'appelle, les enquêteurs vacataires chez, comment s'appelle, Ipsos, mais vous, c'est les intermittents. Et Canal+ France, c'est 4000 salariés, un peu moins de 4000 salariés, c'est 3000 intermittents. Donc, on voit bien tout de suite le sujet, des conditions l'enjeu que posent les conditions d'accès des intermittents aux ASC. Alexandre Pin, toi, tu es élu CECI, du syndicat CECI au Grand Moulin de Paris. Donc une entreprise de à peu près 1000 salariés. Et ce qui va être intéressant avec toi, c'est que d'ores et déjà, vous avez sucré les conditions d'ancienneté. Tu nous raconteras dans quelles conditions, et vous l'avez déjà fait auparavant. Et on a Aïcha Genet, qui est responsable d'une association, du CSE, qui est responsable CGT d'une association dans les Vosges, la fédération, une association sur, excusez-moi, la fédération médico-sociale du 88 dans les Vosges, donc c'est à peu près 600 salariés. Et là aussi, donc on est secteur sanitaire et social, donc beaucoup de CDD, turnover important, beaucoup de temps partiel. Tout ça, ça impacte sur le calcul des ASC, qui est notre sujet de ce matin. Voilà. Avant de rentrer dans les détails, histoire de se mettre bien dans l'ambiance, donc n'hésitez pas je vous le redis, de partager un maximum d'écho dans le chat, qu'on soit un maximum dans l'interaction. Et on vous partage un petit sondage, je vous l'affiche là. Alors, c'est du b.a.-ba, mais ça permet vraiment de se positionner parce que ça fait vraiment il y a débat dans les CSE, à tout le moins, sur le sujet. Ça peut être l'occasion de le faire. Êtes-vous favorable à la neutralisation de l'ancienneté dans l'attribution des ASC du CSE? Oui, non. Et donc,
je vous invite à répondre pour qu'on puisse, et on fera un petit tour d'ici 10 minutes, un quart d'heure pour voir un peu où on en est et un peu prendre le pouls de ce que ça donne, sans aucun caractère représentatif, etc. Voilà, bah écoutez, on va y aller. Geoffrey, je te passe la parole et moi je vais essayer de récupérer Aïcha parce que ce serait bien qu'on puisse m'entendre. Geoffrey, donc si tu peux nous expliquer en 2 mots déjà qu'est-ce qui amène le groupe 3E à porter cette rencontre et par rapport à vous, votre positionnement, quel est les retours que vous avez de vos interlocutrices et interlocuteurs au niveau des CSE sur ce sujet. À toi la parole, Geoffrey. Alors, merci Rodolphe, bonjour à tous. Je reconnais pas mal de noms dans les participants. Du coup, nous, le groupe 3E, on est vraiment un cabinet d'expertise comptable qui est dédié vraiment à l'accompagnement des institutions représentatives du personnel. Donc, tout ce qui est consultation, expertise, commissariat aux comptes, etc. Cette problématique de ces critères d'ancienneté, j'ai envie de dire, comme tu l'as dit au début, ça a fait c'est un ouragan qui ravage, on va dire, les CSE, surtout parce que c'est un flou artistique sans précédent. Aujourd'hui, tous les jours quasiment, j'ai des appels d'élus qui me disent « Ah oui, moi, mon budget, il ne pourra pas supporter 30% de bénéficiaires d'ayant droit en plus. Comment est-ce que je fais? Quels sont les mécanismes qui sont possibles pour essayer de naviguer autour ou essayer d'intégrer du coup ce critère, enfin cette abolition du critère d'ancienneté dans ma politique de droit social. » Donc aujourd'hui, je vous parle d'expérience, c'est vraiment quelque chose qui est ressenti dans la très grande majorité des CSE. La très grande majorité des CSE utilisaient des critères d'ancienneté. Et du coup, aujourd'hui, comme tu l'as dit en préambule, il y a des solutions, mais il n'y a pas de solution miracle. Si tu veux, je peux faire le petit récapitulatif de comment on en est arrivé là. Parce que même si c'est arrivé sur le devant de la scène assez récemment, en 2024, avec l'arrêt de la Cour de cassation, ce sujet des critères d'ancienneté, en fait, ça date pas d'hier. Déjà, en 2014, il y avait eu une réponse ministérielle sur ce sujet des critères d'ancienneté et qui avait déjà apprécié ce critère comme discriminatoire, mais qui avait à l'époque laissé à l'appréciation des juges la qualification vraiment discriminatoire des conditions d'ancienneté. Et depuis 2014, il y a eu des décisions de justice à gauche et à droite, parfois contradictoires. On avait des décisions de cour d'appel, je crois que c'était à Rennes et à Pau, qui avaient apprécié les critères de présence. Donc, les critères de présence ne sont pas des critères d'ancienneté, mais c'est quand même adjacent. Et du coup, qui les avaient qualifiés comme discriminatoires, aussi bien pour accéder aux ASC que pour moduler le montant des ASC. Du coup, c'était en 2014 et en 2016. Et en 2020, c'est là vraiment où l'affaire judiciaire qui a amené à l'arrêt de 2024 a commencé. C'était par rapport à une clause dans un règlement intérieur de CSE, où du coup les élus ont voté pour mettre en place une condition d'ancienneté. Tout le monde n'était pas d'accord, et du coup un syndicat est monté au créneau pour faire annuler cette clause dans le règlement intérieur. Et du coup, sans entrer dans le détail, pour faire l'histoire un peu de cette affaire, ça a commencé au tribunal judiciaire de Paris, où le juge avait estimé qu'une condition d'ancienneté n'était pas discriminatoire parce qu'elle était objective, selon lui, appliquée de manière homogène à l'ensemble du personnel, et ça évitait du coup les effets d'aubaine, forcément. La Cour d'appel ensuite a été d'accord avec ce jugement, du coup n'a pas cassé le jugement, et il y a eu ensuite un pourvoi en cassation, et c'est là où il y a eu, on va dire, jurisprudence sur la chose, où les magistrats de la Cour de cassation ont décidé qu'en fait, selon une interprétation littérale des textes, de 2 textes du Code du travail, il n'y avait pas lieu d'avoir de conditions d'ancienneté, parce que ça serait discriminatoire pour les salariés. Et du coup, aujourd'hui, on en est là. Alors, forcément, à l'URSSAF qui autorisait jusqu'ici l'application d'une condition d'ancienneté pour accéder aux ASC, ils ont réagi quand même assez vite. Quelques jours après l'arrêt de 2024, ils ont fait un communiqué qui dit que les CSE ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour modifier du coup leur politique de droit social. Alors, pourquoi pour tout simplement le temps de se mettre en règle. Ça peut être assez long de se mettre en règle, surtout pour la modification des statuts.
Et du coup, à partir du 1er janvier 2026, il n'y aura plus d'exception. Quand il y aura un contrôle URSSAF, il ne faudra plus qu'il y ait de critères d'ancienneté. Sinon, il y a redressement de l'activité. Et chose assez intéressante, le mois dernier, donc c'est très récent, il y a eu un deuxième arrêt à la Cour de cassation sur une autre affaire, où cette fois, ce n'était pas sur une clause du règlement intérieur, mais bien le salarié qui a fait valoir ses droits, qui s'est senti discriminé parce que une condition d'ancienneté lui avait été appliquée lors d'une distribution de bons Noël, et du coup, il a eu gain de cause en cassation le mois dernier. C'était début ou mi-mars 2025. Du coup, on va dire que cette décision, elle est vraiment mise dans le marbre aujourd'hui. Et tant qu'il n'y a pas de changement, on va dire, réglementaire, on est sûr et certain que toute condition d'ancienneté ou de présence ou assimilée, c'est proscrit. C'est à proscrire. Merci. Alors c'est super. Merci Geoffrey. Alors super, on a récupéré Aïcha. Bienvenue Aïcha. Geoffrey, je t'invite à répondre à il y aura des questions par écrit, mais garde-les en tête pour les répondre peut-être ou alors à l'oral là, sur la date du second arrêt. Tu l'as précisé peut-être Alors la date du second arrêt, je peux vous la donner tout de suite. C'est le 12 mars 2025. C'est l'arrêt numéro 23 21 223. Ok, super. Je vais vous le mettre dans le chat. Alors merci de tes précisions. Alors merci parce que vous commencez là déjà par partager là sur le par exemple le CEC Noma le fait que vous appliquez vous avez neutralisé et que vous avez remplacé par les QF et que c'est pas les salariés sont pas contents, CSE Matmut aussi plus critères d'ancienneté. Voilà, n'hésitez surtout pas à partager le fait que vous avez déjà amorcer le processus. Et donc, Geoffrey, au regard de ce que tu viens de dire et la chronologie que tu viens de rapporter, c'est quoi alors à défaut de solutions gravées dans le marbre, c'est quoi le champ des possibles qui s'ouvre pour amortir le coût, pour les CSE les plus exposés? C'est quoi les solutions comme tu l'as dit, aujourd'hui, dans ce live, il n'y aura pas de solution magique. Et s'il y avait une solution magique, il n'y aurait pas autant d'encre qui est coulée depuis un an. Aujourd'hui, il y a des solutions qui se dégagent, notamment si jamais il y a une certaine saisonnalité dans le CSE, eh bien, on va essayer de cibler les périodes où il y a moins de CDD. Par exemple, je vais prendre comme exemple les maisons de champagne. Pendant les périodes de vendange, il y a beaucoup de CDD qui sont recrutés. Donc forcément, s'il y a une distribution à faire, on essaye d'éviter plutôt les périodes de vendange où il y a beaucoup de CDD. Après, forcément, cette solution, s'il n'y a pas de saisonnalité, s'il y a du turnover toute l'année, ça ne marche pas. Il y a d'autres solutions qui font débat, qui se discutent en ce moment dans les CSE, c'est la proratisation ou alors l'échelonnement des prestations mensuelles. Donc, ça veut dire à la place de faire une distribution de chèques vacances à l'année, c'est de faire une distribution par mois. Du coup, forcément, si on fait une distribution par mois, la personne qui est là que 2 mois dans l'année n'aura pas accès aux autres distributions des autres mois. Après, encore une fois, ça c'est entre guillemets une solution qui peut être risquée puisque ça peut être assimilé selon comment on la incorpore dans la politique d'ordre social comme une condition de présence ou d'ancienneté dissimulée. Donc, c'est une solution qui est possiblement applicable puisqu'elle est déjà appliquée sur certaines activités. Il y a certaines plateformes, notamment de billetterie, qui proposent tant d'euros de subvention par mois par salarié. Donc, c'est le même principe, mais appliqué à d'autres prestations. En fait. Après, il y a d'autres solutions qui pourraient également, selon les cas, s'appliquer, mais ça change beaucoup selon l'organisation en elle-même de la prestation et du comité en soi. À quelle date il reçoit les registres du personnel, etc. Alors, Geoffrey, comme vous voyez, il n'y a pas de solution miracle. Ouais, alors ça, par contre, les solutions de contournement et par contre dans le chat, on voit bien que ça foisonne. Et Geoffrey, peut-être un point de précision important, c'est le distinction qu'il faut faire entre l'avis que peut rendre l'avis, la motivation de l'URSSAF et la décision d'un juge, qui sont deux registres complètement différents et bien faire la part des choses. Complètement différents. Il faut savoir que toutes les règles URSSAF, on va dire en matière de CSE, c'est issu de circulaires qu'on appelle les circulaires ACOS, qui est de la doctrine administrative. En gros, c'est de la tolérance administrative qui n'a pas force de loi. Ça veut dire que même si l'URSSAF jusqu'ici acceptait
que l'on mette en place un critère d'ancienneté de 6 mois, on ne peut pas aller devant un juge et dire oui, mais j'ai respecté les règles URSSAF, du coup, on peut rien me reprocher. Aujourd'hui, un contrôleur URSSAF peut contrôler l'année en cours plus les 3 années précédentes en se conformant aux règles URSSAF. Mais si jamais un salarié estime qu'il a été discriminé au cours des 5 dernières années, pourquoi 5? Parce qu'une action de discrimination, ça se prescrit de 5 ans, il peut très bien aller voir le juge et puis dire je me suis senti discriminé et du coup, je demande réparation. Et même si le CSE, par exemple, prenons une distribution de bons Noël en 2022, où il n'y avait pas encore eu l'arrêt récent de la Cour de cassation et où le CSE respectait les règles de l'URSSAF, le salarié serait quand même dans son droit d'aller voir le juge et de demander réparation, même si on respecte les règles URSSAF. Aujourd'hui, c'est ça le risque par rapport au fait qu'on respecte les règles, mais on encourt quand même un risque au vu notamment de du dernier arrêt de cassation, où c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un salarié qui a été, entre guillemets, discriminé alors c'était en décembre 2020, je crois, pour des bons Noël, et il n'a pas eu le même montant que les autres, ou alors il a été écarté, je ne sais plus exactement, je l'ai plus forcément en tête. Et même si le CSE avait respecté les règles URSSAF, eh bien, le salarié a eu gain de cause. Il y a Geoffrey, il y a une question qui fait transition avec dans la salle. Il y a une question qui fait transition avec le conducteur que je t'avais proposé. C'est quid de l'inté. Est-ce qu'il faut il y a un certain nombre, on le voit dans le chat. Hein, vous êtes un certain nombre à avoir déjà intégré la neutralisation de la condition d'ancienneté avec une solution de contre. Comment par Alors, rapport à est-ce qu'il faut l'intégrer dans le règlement intérieur? Enfin, excusez, si tu voulais aller ailleurs, alors, mais juste ouais. avant, je vais répondre à cette question, à une question que j'ai vue dans le chat. Cette règle s'applique-t-elle aux stagiaires qui ne contribuent pas à la masse salariale? Exactement. Les stagiaires, au même titre que les salariés, c'est la même règle. On doit donner aux stagiaires au même titre que les salariés. Et du coup, pour répondre à ta question, est-ce qu'il fallait modifier le règlement intérieur tout de suite, c'est ça ta question? Alors, Oui, oui, oui. euh, alors, il faut modifier au plus tôt les modes d'attribution. Alors, pas forcément dans le règlement intérieur, parce qu'on n'est pas obligé de mettre les conditions d'attribution des essais dans le règlement intérieur. On peut le faire hors règlement intérieur, mais effectivement, il faut le faire au plus vite, parce que déjà, on a la deadline URSSAF, c'est le 1er janvier 2026. Donc déjà, à partir du 1er janvier 2026, si on ne change pas les règles, on est potentiellement redressable par l'URSSAF pour les prestations. Mais déjà, dès aujourd'hui, dès 2024, depuis l'arrêt qui est sorti l'année dernière, on a déjà potentiellement un risque devant un juge. Si jamais si jamais un salarié se sent discriminé et qui souhaite faire des poursuites judiciaires au tribunal judiciaire. Donc évidemment, le changement, il faut qu'il arrive incessamment sous peu. Après, forcément, le risque judiciaire, il est moindre. On va dire c'est plus à la marge qu'un risque URSSAF, mais il existe quand même. Ok, parfait. Merci Geoffrey, tu rebondis quand tu le sens et n'hésite pas à interagir aussi dans le chat à l'écrit. Je passe la parole à Maude, Maude Potier. Donc toi, tu es responsable des ASC chez Canal+. Tu es élu donc du syndicat Plus Libre qui est affilié à l'UNSA, hein, qui est le syndicat majoritaire chez Canal+. Et comme je le disais en préambule, là, vous êtes face à la problématique des intermittents dans une entreprise, un média comme Canal+, où par rapport à peu près 4000 salariés, vous avez 3000 intermittents. Donc, comment on gère les conditions d'accès? Et pour pas être plus long et pour te lancer, vous êtes un CSE comme on le voit dans le chat, qui n'a pas attendu. Et qui a neutralisé la condition d'ancienneté déjà depuis juin 2024, si je me trompe pas. Donc vous avez un peu de recul, mais il vous en manque un peu pour voir un peu les effets de cette neutralisation et de la solution que vous avez que vous avez trouvé pour amortir. Je te laisse nous décrire un peu ce que vous avez mis en place et dans quel contexte. À toi, Maud. Alors par contre, ton micro, je l'avais coupé. Ouais, il faut que tu le réactives. Attends. Hop, on va y arriver. Yep. Là, c'est bon? Mince.
Parce que j'avais coupé ton micro parce qu'il y avait du lard, ça faisait ça faisait de l'écho. C'est pour ça que je l'ai coupé. Et là, a priori, tu n'arrives plus à le rallumer, c'est ça? Ah, la loose! Ah là là! Mince. Écoute, Maud, ce que je propose, à mon avis, c'est parce que je t'ai déconnecté. Il y a un problème avec ton son. De recommencer la manip. Ouais. Désolé. Geoffrey, ben, avant, pendant que Maud va nous rejoindre, il y a Geoffrey, j'avais un truc en magasin et je le gardais, mais je peux peut-être le lancer. Est-ce que tu vois, vous voyez du côté de 3E des risques d'instrumentalisation des actions individuelles que pourraient mener des salariés sur instrumentalisation entre guillemets, mais bon. Alors, c'est les risques d'instrumentalisation, forcément, ça existe. Quand il y a une arme qui est créée, forcément, c'est la nature de l'humanité de l'utiliser. Mais pour moi, c'est à la marge. Ça serait vraiment à la marge. Et je veux dire, par rapport à l'image que ça renvoie, je veux dire, les personnes qui vont souffrir par rapport à cette instrumentalisation, c'est pas le CSE en tant que tel, c'est les salariés, c'est le collectif, c'est les salariés globalement. Du coup, une instrumentalisation, je veux dire, vraiment, enfin, je vois pas quelque chose vraiment qui va continuer à s'instrumentaliser au fur et à mesure que ça devienne vraiment une stratégie pour faire pression. Je vois pas trop ça comme l'avenir, on va dire, euh, de cet arrêt. Ok. Alors Maud, tu arrives, je te lâche pas, je te coupe rien du tout, pas le micro, et je te laisse la parole. À toi. Bonjour à tous. Donc, comme tu l'as indiqué, je suis secrétaire adjointe du CSL Canal+, et je suis aussi responsable des ASC. Alors, c'est vrai que je vais juste rectifier une petite info que tu donnes à chaque fois sur Canal, mais en fait, on dit 4000 salariés, mais c'est pas 3000 intermittents et 1000 salariés CDI, CDD. En fait, on est à peu près 2800 à 3000 salariés, plus une base qu'on utilise de 3000 intermittents. Donc on est un peu, c'est un peu, voilà, je voulais vraiment modifier ça. Et du coup, c'est vrai que nous, quand l'arrêt de la Cour de cassation est tombé, bah, ça nous a fait un peu drôle parce qu'on utilise beaucoup d'intermittents. Alors, dans le monde des médias, les intermittents, ils peuvent travailler une journée dans une année ou 30 jours tous les mois. Enfin voilà, ils peuvent, c'est très fluctuant, en tout cas en tant qu'activité. Donc, jusqu'à présent, nous, on utilisait le critère d'ancienneté pour les intermittents. Ils devaient travailler au moins 40 jours sur une année glissante pour pouvoir bénéficier des ASC. Donc là, c'est vrai que quand l'arrêt est tombé, bah, ça a ouvert un peu pour tout le monde en fait l'accès. Et ça nous a fait un peu drôle parce que du coup, la problématique des intermittents, c'est voilà, il travaille une journée dans l'année, il peut bénéficier des mêmes droits qu'un salarié maintenant qui travaille tout le temps en CDI, et il peut également aller chez un autre média pour qui il travaille, hein, parce qu'un intermittent est multi-employeur, et il aura également la possibilité d'avoir les mêmes droits chez TF1, chez M6. Donc, il peut doublonner en fait l'accès aux ASC de l'ensemble des CSE et des employeurs pour lesquels il travaille. Donc, c'est une vraie problématique. Alors, parce que en termes de budget, ça peut gréver certains budgets ou pas. Après, il faut aussi savoir que les intermittents, ce n'est pas une population qui chez nous consomme énormément en termes de billetterie. Par contre, ils consomment beaucoup en chèque vacances, en chèque Noël ou en rentrée scolaire. C'est sur les gros budgets qu'ils peuvent consommer. Ok, alors c'est quoi qu'est-ce qu'il y avait comme règle avant et qu'est-ce que vous avez mis en place et avec quel niveau de sécurisation à tes yeux? Alors, donc avant, ils devaient travailler au moins 40 jours. S'ils étaient en dessous de 40 jours, ils ne pouvaient pas avoir accès au CSE. Et nous, on travaille toujours avec un fichier qu'on reçoit de l'ARH. Donc, en fait, on intégrait le nombre de jours et dans notre logiciel, et c'était un peu automatique, ça bloquait leurs fiches, donc ils n'avaient plus accès au CSE. Et pour en tout cas, et après pour les autres populations, les CDI, les CDD, c'était 3 mois d'ancienneté, pareil, avec le fichier LRH, ça bloquait, on sortait les gens, on les ramenait, enfin voilà, c'était un peu fait de façon automatique. Depuis donc l'arrêt de la Cour de cassation, donc alors, tout ce qui est CDI, CDD, il n'y a pas eu un grand changement.
parce que le turnover à Canal est pas non plus fou sur les CDI. Il peut l'être sur les stagiaires et les alternants, mais c'est tous les 6 mois. Donc bon, on arrive ça à le gérer également et c'est pas un volume qui est trop important chez nous. Nous, vraiment, notre axe était sur les intermittents, pigistes, toute cette population. Du coup, on a réfléchi, on s'est dit, OK, ça vient d'arriver, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Alors déjà, on a un peu attendu aussi que l'URSSAF se réponde à ça, parce que l'URSSAF a été assez longue à répondre à l'arrêt de la Cour de cassation. Je pense qu'il y a des CSE qui avaient déjà trouvé des solutions, alors que l'URSSAF n'avait toujours pas répondu à cet arrêt. Et du coup, bah, on s'est dit, on va essayer de trouver une solution pour pouvoir satisfaire tout le monde. Le but, c'était vraiment pas de se dire, de se braquer, de se dire, ah non, bah nous, on va attendre jusqu'à la fin, on fera rien, on va attendre qu'un salarié porte plainte, aille devant le tribunal. Voilà, on s'est dit, OK, ça vient de nous tomber, on va essayer de réfléchir maintenant pour être assez proactif sur le sujet. Et donc, comme on travaille avec un fichier de DRH, on ne peut de toute façon se fier qu'à ce fichier. Et au début, on s'est posé quand même la question de savoir, est-ce qu'on se fie à ce fichier RH qui arrive, qui nous donne les effectifs avec 1 mois de retard, hein, puisque c'est sur le mois passé, donc on a toujours un petit décalage. Et on s'est dit, bah, sinon, on va demander en premier lieu aux intermittents de justifier de leur présence quand ils commandent, en fait. C'est un peu compliqué à gérer parce que déjà, il faut qu'il y ait une communication qui soit faite auprès des intermittents, que tout le monde soit au courant et ça n'a pas été le cas tout de suite. Et puis, bah, en fait, des fois, un intermittent travaille, par exemple, il va travailler le mardi, mais il aura son contrat que le jeudi qui va lui arriver. Donc, il a du mal à justifier qu'il a pu travailler le mardi. Voilà, en termes d'administratif, c'est un peu compliqué. Alors, on lui disait, bah, demande à ta RH de nous faire un mail. Mais en gestion du quotidien, c'est énorme, en fait, ça à gérer. Pour nous, voilà, on a 2 salariés, en effet, au CSE, mais c'est une vraie gestion, hein, donc très compliqué. Donc, maintenant, on se fie plus sur le fichier, en fait, DRH avec 1 mois de décalage. D'accord, très bien. Et donc, a priori, ce que tu me disais quand on a cadré, sur la période de Noël, vous avez eu les chèques de Noël, vous n'avez pas explosé en vol, là, ça a été vous Ouais, avez en réussi fait, à maîtriser les choses. oui, alors en fait, on n'a pas de recul sur l'année 2024 assez grand parce que on a commencé vraiment à intégrer cette décision qu'au mois de juin à peu près et que du coup, on n'a pas un vrai recul sur la consommation des intermittents. Par contre, c'est vrai qu'on s'est dit, bah, sur les chèques Noël, là, on va voir, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Alors, on a eu une période d'inscription, en fait, où là, on a un peu cadré la période d'inscription quand même en se disant, bah, vous devez vous préinscrire du temps au temps et de justifier, parce que là, on était encore un peu sur la justification des intermittents et de justifier que vous avez bien travaillé. Et à la fin de la période d'inscription, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un petit dépassement qui correspond à peu près à 50 000 € sur notre budget, mais que ça n'a pas explosé. En fait, on pensait vraiment que ça allait être beaucoup plus que ça. Alors, je pense aussi que c'est dû au fait que les intermittents n'ont pas non plus le recul de cette décision et qu'ils n'ont pas tous l'information qu'ils peuvent consommer maintenant sans critères d'ancienneté. Après, c'est vrai qu'en termes nous de communication, on n'a pas affiché partout que tout le monde pouvait consommer tout ce qui, voilà. Donc on a informé les gens, mais c'est vrai que les intermittents du coup n'étaient pas totalement tous au courant. Là, on a une période d'inscription qui vient de se terminer sur les chèques vacances, où là, je pense qu'on va voir l'effet. Parce que beaucoup d'intermittents se sont inscrits, on l'a vu. Et du coup, on va être obligé de nous traiter leurs demandes. Mais pareil, avec un effet un peu en 2 temps. Parce que sur les CDI, CDD, là, on peut traiter, parce qu'on n'a pas de sujet sur les dates de contrat. Par contre, sur les intermittents, on va être obligé d'attendre, de recevoir le fichier de la RH pour être sûr qu'ils étaient bien là, en tout cas sur les périodes d'inscription. Donc eux, on a un effet un peu d'attente et du coup, tous ceux qui se sont inscrits, qui sont bien dans les derniers fichiers, en fait, ça passera. Et ceux qui ne seront pas dans ce fichier-là seront sortis des inscriptions. Donc là, on va pouvoir mesurer un peu le volume que ça peut représenter. Ok, et à t'entendre, heureusement que vous avez des permanents.
Non, non, mais c'est pas le cas de tous les CSE, loin de Ouais, là, et la contrainte se pose comme à eux comme à vous, quoi. ouais. Mm. Ok, très bien. Et est-ce que c'est quoi entre les 3000 intermittents avec la règle des 40 jours travaillés sur les 12 mois, combien il y avait combien ça représentait d'intermittents potentiellement éligibles et avec la règle que vous maintenant qui est d'avoir travaillé dans le mois précédent ou justifié d'être présent au moment de la commande, c'est quoi le delta entre le nombre de bénéficiaires potentiels, ça vous arrivez à le savoir? Ouais, avant, on avait à peu près, sur les gros mois, on pouvait avoir à peu près 500 intermittents qui avaient plus de 40 jours. Mais comme on est dans des, par exemple, l'été, on a moins d'intermittents, donc ça dépendait des mois en fait. Mais on pouvait aller au plus haut entre 500 et 600 intermittents, au plus haut de certains mois. Sinon, on était à peu près à 400. Après là, bah, en fait, on a à peu près 3000 intermittents, donc potentiellement les 3000 peuvent prétendre, aux ASC et là, on le saura nous, on va le voir par exemple sur les chèques vacances. Mais j'ai pas le recul encore on vient juste de terminer la période d'inscription et qu'on va regarder à peu près quand on va recevoir le fichier qui devrait arriver que le 9 ou 10 mai, donc ça on a un peu de délai et là, on verra combien vraiment d'intermittents sur des périodes qui sont assez hautes pour nous ont accès aux ASC. Budgétairement, tu disais que sur les chèques Noël, donc 10% de dépassement. Sur les chèques vacances, ça s'annonce assez motivé pour y aller, pour en bénéficier. Donc, c'est quoi votre marge de manœuvre en termes de, vous avez des provisions? Est-ce que vous avez en capacité, parce que 10%, ça représente combien par rapport au budget? Par 50 000 par rapport à quoi? Et est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est soutenable, pour employer un terme du- est-ce que c'est soutenable? Voilà. Alors, je donnerai pas de chiffres particuliers sur le budget du Ouais. CSE. Après, sur les ASC, on est à 0,83 de la masse salariale. C'est pas un gros budget non plus, hein, mais c'est quand même assez conséquent. On n'est pas un petit CSE. Oui, on a des provisions. Oui, on a, voilà, ça, pour le moment, on peut gérer. Après, si vraiment demain, enfin, on remarque qu'on a une vraie consommation des intermittents et que du coup le budget se sent pas, enfin, est pâti de ça, on devra regarder sur d'autres choses qu'on fait en fait. On devra peut-être faire moins de voyages, peut-être on réduira d'autres postes en fait. On réduira les postes qui malheureusement n'ont pas un grand intérêt pour les intermittents. Il faut savoir que nous les voyages pareil, ils consomment peu parce que c'est dur pour eux de se projeter dans 6 mois, 9 mois de ce qu'ils vont faire, de où ils vont être et chez quel employeur. Pareil pour la billetterie. Nous, on participe à l'heure actuelle à 40% de toute la billetterie. Sur les voyages, on est à 50%. Donc, si jamais ce budget n'était pas tenable, on réduirait ces postes-là, en fait. Ok, merci. Et dernier petit 10 points, après tu pourras rebondir, mais est-ce que vous allez, tu me parlais, est-ce que vous avez été quand même, le CSE a été conseillé par un cabinet d'avocats, vous êtes accompagné. Est-ce que vous envisagez de faire une demande de rescrit à l'URSSAF? Alors oui, on en fera certainement un, mais pas avant septembre, ça en tout cas c'est sûr. En fait, on voulait voir un peu, être observateur des autres rescrits qui allaient être envoyés en attendant, enfin pendant cette période, parce que notre conseil conseille aussi des sociétés qui ont des intérimaires, qui ont des voilà, donc eux ont envoyé tout de suite les premiers rescrits et on s'est en plus rendu compte que selon l'URSSAF, les réponses étaient différentes aux mêmes questions. Donc, c'est un peu étonnant, mais voilà, c'est comme ça. Donc, il y en a certaines qui disent oui, on est d'accord avec la façon dont vous voyez les choses et sur des critères notamment, par exemple, de justification de présence dans l'entreprise quand la personne elle consomme. Et puis, il y a d'autres URSSAF qui disent bah non, pour nous, c'est pas bon. Donc, nous, on s'est dit on va attendre, on va regarder un peu comment ça se passe. Il se trouve aussi qu'on a un contrôle URSSAF actuellement au sein de Canal+ et du CSE. Donc, on est content, hein, parce que du coup, voilà, on a la double punition. Mais on leur a posé la question. C'est un peu nouveau pour eux, c'est vrai, cette décision et de comment ils doivent réagir. Donc, pour le moment, eux, ils nous ont dit
faites-nous un mail qui sort pour l'instant, qui n'est pas un rescrit, hein, mais faites-nous un mail un peu avec comment vous fonctionnez actuellement. Nous, on va l'envoyer à nos juristes qui regarderont, qui vous diront un petit peu dans le cadre du contrôle URSSAF. Mais je pense qu'en septembre, on fera un rescrit, oui, pour un peu sécuriser quand même notre façon de faire et pour être sûr que bon, l'URSSAF, même si on se prend un contrôle, alors je pense pas qu'ils sont venus en 2025, on en aura un tout de suite en 2026 ou 2027, mais on ne sait jamais, puisse nous opposer quoi que ce soit. Donc oui, bien sûr qu'on fera un rescrit, mais pas avant septembre. Parfait, merci Maude. Tu réinterviens quand tu le sens, quand tu veux. N'hésite pas à interagir à l'écrit aussi. Alexandre Pain. Donc toi, tu es délégué, tu es représentant, tu es élu CECI au Grand Moulin de Paris. Donc, vous êtes une entreprise d'à peu près 1200 salariés, si je ne me trompe pas. Vous n'êtes pas le CECI, vous n'êtes pas majoritaire, le Grand Moulin de Paris. Enfin, toi, maintenant, tu es représentant, enfin, vous êtes vous étiez la troisième force de l'entreprise. Hein. Pour autant, tu as été quand même, toi, a priori, une des chevilles ouvrières pour, dès 2019, faire en sorte que les conditions d'ancienneté passent de 6 mois à 3 mois, déjà en 2019. Donc, vous avez revu les choses pour alléger les conditions d'accessibilité en fonction de l'ancienneté que vous aviez, et également, à partir du premier arrêt de la Cour de casse, vous avez neutralisé directement le critère d'ancienneté sans chercher une solution de contournement pour amortir le truc. Donc, Alexandre, si tu peux nous expliquer qu'est-ce qui vous avait déjà amené en termes de débat interne à passer de 6 mois à 3 mois et à tout de suite sucrer, dès lors que l'opportunité s'est ouverte, à sucrer le critère de l'ancienneté. À toi. Merci Rodolphe. Bonjour à tous. Donc comme vient de l'expliquer Rodolphe, en fait dans notre entreprise on a plusieurs sites. Donc avant 2019 et les CSE, on avait des CE d'établissement, donc des CE par site. Et donc chaque CE de site en fait avait des budgets différents. Certains avaient 2,10% de la masse salariale pour les ASC, d'autres avaient 1, d'autres avaient 0,80. Moi je suis rattaché au siège de l'entreprise, donc on a toutes les fortes rémunérations, tout ce qui est membre de la direction. Et tous les directeurs des différents services commerciaux, marketing, etc. Donc du coup, le siège était quand même avait un pourcentage qui était l'un des plus importants en termes de rétribution des ASC. Du coup, le siège était plutôt bien loti par rapport aux autres. Donc moi, en tant qu'élu, en fait, je trouvais ça bien parce que je suis rattaché au siège, mais à titre personnel, pardon, mais à titre d'élu, je trouvais ça un peu dégueulasse. Mais bon, c'était le fonctionnement qui était comme ça, dans le sens où des petits sites de production où vous aviez les plus petites rémunérations, avec des plus faibles pourcentages liés à la masse salariale. Et du coup, pour vous donner un exemple concret, des salariés au siège pouvaient se retrouver entre 600 et 650 euros au gros maximum, contre d'autres sites avec à peine 100 euros. Donc, nous au siège, on mettait 6 mois d'ancienneté. Donc, moi, ça, j'étais pas d'accord. Tout simplement, pourquoi? Parce que, les textes disent bien qu'on peut pas exclure les stagiaires, et en mettant 6 mois, du coup, les stagiaires y étaient automatiquement exclus. Donc, pour moi, il y avait une contournation, on contournait un petit peu la loi quelque part, mais c'était historique, c'était un autre temps, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai toujours poussé pour qu'on passe de 6 mois à 3 mois. J'y ai pas réussi dans l'immédiat. Lorsqu'on est passé en CSE comme un grand nombre d'entreprises, parce qu'on n'avait pas le choix, en 2019, il a été décidé lors des négociations avec l'entreprise de faire un seul CSE pour nos 14 sites sur tout le territoire français. Et donc, à ce titre, il y avait déjà des sites en CE qui étaient à 3 mois d'ancienneté. Donc, du coup, comme moi, j'étais pour passer de 6 mois à 3 mois, bah, j'ai eu quelques alliés. Donc, ça a été un peu plus facile, je vous le cache pas, puisque certains sites ne voulaient pas passer de 3 mois à 6 mois. Donc, dans un souci d'uniformisation, on est passé à 3 mois. Je vous le cache pas, c'est qu'il y avait des réserves aussi, hein, puisque bon, j'ai pas de solution miracle, hein, mais quand on a un petit pécule de côté, forcément, c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions. J'entends certains de mes collègues autour de la table qui, forcément, comme chez Canal, où ils ont, ou je sais plus quelle entreprise, ils doivent intégrer 300 salariés d'un coup. Forcément, la problématique moi, j'ai plus des problèmes de riches que de pauvres, si je peux m'exprimer ainsi.
À partir du moment où on a des économies, c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions. Donc, quand on est passé en CSE, donc on est passé de 6 mois à 3 mois. J'avais également œuvré depuis 2019 pour passer à 2 mois. Pourquoi? Parce que quand on avait le renouvellement de nos contrats alternants en septembre de chaque année, du coup, ils étaient exclus pour les chèques Noël. Et donc, je trouvais ça, même si j'ai pas d'enfant, mais je trouvais ça un peu, ça m'embêtait en fait de dire aux gamins qui arrivaient de 18-20 ans, de dire bah t'auras pas de chèque Noël. Nous, on donne 180 euros, donc c'est une somme qui est plutôt raisonnable et qui est pas ridicule selon moi. Et puis bah là, du coup, le 4 avril, on a l'arrêt de Cour de cassation. Donc en ce qui me concerne, j'ai été très très content de cela. Et à partir de là, je l'ai envoyé à l'ensemble des élus CSE. Donc ça a fait un petit peu débat puisque nous, on commande des chèques vacances au mois de mai de chaque année. Et donc l'arrêt est sorti au mois d'avril. Donc dans un premier temps, certains de mes collègues souhaitaient attendre en fait une décision définitive. Donc j'aurais rappelé que l'arrêt de Cour de cassation, à partir du moment où il était rentré en vigueur, il rentrait en ligne de compte. Donc voilà, on n'était pas tous d'accord. Et quand il a fallu passer la commande en fait pour le siège, donc je me suis entretenu avec le trésorier. Je dis bon bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? J'ai à partir du moment où l'arrêt de Cour de cassation en fait est entré en vigueur, donc on l'a acté pour le siège et ensuite on l'a acté pour l'ensemble des autres sites. Donc depuis mai 2020. 24, en fait, on prend plus de conditions d'ancienneté. Donc, comme on a des réserves, hein, je le répète, il y avait des réserves. Donc, forcément, l'impact a été mineur, si vous voulez, puisqu'il y avait des réserves. Donc, nous, aujourd'hui, donc depuis mai 2024, on ne prend plus les critères d'ancienneté. Donc, c'est ancré, hein, c'est rentré dans les mœurs, au grand plaisir des salariés. Je suis le premier content, surtout tout ce qui est alternant, apprentissage, etc., qui peuvent maintenant bénéficier depuis Noël 2024 des 180 euros. Et donc aujourd'hui, voilà, maintenant c'est rentré dans les mœurs. Après, l'incidence que ça a pu avoir, c'est qu'il y a quand même eu pas mal d'interrogations. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui expliquait que, par exemple, s'il faisait une distribution le 10 décembre et que quelqu'un arrivait le 11 décembre, est-ce qu'on devait lui donner? Non, puisque en fait, logiquement, dans pas mal de CSE, on prend la date de commande et la date de distribution. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, on travaille avec le fichier RH, comme ma collègue de Canal+, si je dis pas de bêtises, sinon elle me reprend. Et comme ça permet en fait avec le service, avec le fichier RH, d'avoir une liste à peu près, du moins à jour. Et s'il y a besoin de régule derrière, on peut le faire en concertation avec le service RH, puisque les informations sont censées être correctes. Et donc, ce qui se passe, c'est que, je prends un exemple concret. Par exemple, là, on va commander des chèques vacances au courant mai. Donc là, on a fait un mail à l'ensemble des salariés en leur demandant de nous donner toutes leurs informations au 30 avril. La commande sera passée dans la foulée. Donc nous, en fait, on part du principe que c'est tous les salariés rentrés jusqu'au 30 avril. Même si la date de distribution sera un petit peu décalée, puisque vous le savez très bien pour ceux qui prennent de la NCV, le temps de réception des chèques, surtout sur ces périodes du mois de mai-juin, en fait, peut être un peu long. Des fois, on peut recevoir en une semaine, mais des fois, on peut le recevoir 3 semaines ou un mois après, selon, des fois, il y a des petits soucis aussi. Donc, et après, il y a le temps de distribution. Donc, c'est vrai que nous, comme impact, surtout pour la rentrée, pour comment dire, pardon, pour le Noël, on va dire que ça commence à engendrer, en fait, à peu près 50 à 60 personnes de plus éligibles au Noël. Donc, sur un effectif de 1100 salariés, j'ai pas les mêmes problématiques que certains de mes collègues autour de la table. Donc, voilà, c'est pas nous qui sommes les plus embêtés, mais ça a quand même un impact parce que quand on donne à 50, 60 salariés de plus 180 euros, ça fait quand même un budget. Et quand on passe sur le chèque vacances, on donne autour de 200, 210 euros par tête. Et en plus, on a une particularité chez nous, c'est que tout ce que l'on donne aux salariés, il n'y a aucune participation du salarié. Voilà. Donc, le chèque vacances, on leur donne 200 ou 210 euros. Il n'y a aucune participation du salarié. Donc du coup, oui, quand on donne à 50 ou 60 personnes de plus, forcément, ça a un impact. Après, je vais parler un peu de turnover rapidement, parce que même si on est dans une entreprise de 1100 salariés, sans trop rentrer dans les détails, qu'on ne vienne pas me reprocher de donner des informations confidentielles, comme d'autres collègues, je l'ai entendu ce matin.
voilà, on a eu un turnover assez important ces dernières années, surtout après Covid, où beaucoup de Français en fait ont décidé de quitter leurs entreprises, etc. Et donc du coup, oui, on a eu un turnover important. On a pas mal de CDD aussi. Puisqu'on a des étudiants, on a des personnes en fait à la sortie de leurs études qu'on embauche, etc. Donc on a quand même pas mal de turnover important. Mais du fait qu'on ait des économies, c'est vrai qu'on a réussi quand même plus ou moins plutôt bien à maîtriser les choses. On a même depuis même mis une nouvelle prestation en place. Donc au niveau financier, on n'a pas de problème. Par contre, un point important, c'est que moi en fait j'étais partisan que quand certains de mes collègues élus s'inquiétaient, je leur ai dit mais attendez, c'est une avancée sociale. En fait, c'est juste que cet arrêt de Cour de cassation du 4 avril 2024, pour moi en fait, il est juste venu entériner une bonne fois pour toutes les choses. Je crois que c'est Geoffrey qui le rappelait ce matin. Il y avait déjà en fait comment dire une information importante du ministère du Travail qui disait que les critères d'ancienneté ne pouvaient être retenus. C'est juste qu'il a fallu cet arrêt de Cour de cassation pour que ça rentre en vigueur. Donc, ce que je trouve un petit peu dommageable, c'est comme dans d'autres décisions où en fait on attend qu'un arrêt de Cour de cassation rentre en vigueur pour le respecter. Vous avez certains droits en fait qui sont publiés sur le bulletin officiel de la Sécurité sociale et qui sont pas respectés, alors que le bulletin officiel de la Sécurité sociale est opposable aux employeurs. Donc, il se doit d'être respecté. Et il faut toujours attendre un arrêt de Cour de cassation, alors qu'il y a déjà le ministère du Travail, l'URSSAF, le bulletin officiel de la Sécurité sociale qui acte des choses. Donc après, moi, pour finir, parce que le temps est court, c'est que moi, j'avais pas de problème, hein, j'aurais certainement perdu de l'argent, tant pis, mais moi, il n'y avait pas de problème à baisser en fait mes subventions à titre personnel, ainsi que les autres salariés, même si je sais très bien que certains ne l'auraient pas tous entendu, mais j'avais pas de problème, par exemple, peut-être de passer de 210 à 150 euros de chèque vacances, même à 100 euros s'il le fallait, pour que tous mes collègues puissent bénéficier de quelque chose. À aujourd'hui, je reprends rapidement le petit exemple, quand j'étais rattaché au siège à l'époque, quand il y avait les CE, voilà, il y a des salariés qui n'étaient pas contents, qui sont passés de 600, 650 euros à peu près 400 euros. Forcément, il y a eu une perte pour un grand nombre d'entre eux, mais j'aurais expliqué qu'en fait, on peut pas voir en fait juste les avantages que quand ça nous arrange. C'est que j'avais des collègues ouvriers avec des petits salaires payés juste au-dessus du SMIC qui, eux, avaient quasiment rien. Donc après, ça me paraissait logique, en tout cas sur cette décision, que parfois, en fait, on peut peut-être perdre quelques avantages, mais c'est à l'avantage de tous. Et il faut pas oublier que demain, si je pars de mon entreprise actuelle ou d'autres collègues comme ils l'ont déjà fait pour aller voir ailleurs, demain, quand ils vont aller dans une autre entreprise, il y aura un CSE qui sera mis en place et ils bénéficieront, comme tout le monde, en fait, des ASC à l'entrée, en fait, dans l'entreprise. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce témoignage. Effectivement, à t'écouter, on voit bien que c'est au-delà du côté de la règle de gestion et que ça peut faire vraiment débat, hein, et c'est l'occasion. C'est peut-être un débat assez sain au niveau entre les élus des CSE sur un peu ce qu'on fait des ASC. C'est une bonne occasion de s'y coller. Merci à toi, Alexandre. Nathalie Martinez. Alors toi, tu es une habituée des lives de Miroir Social. Merci à toi de remouiller la chemise. Et donc, Ipsos, c'est une problématique qui est un peu proche de celle exposée par Maude. Sauf que vous, c'est pas des intermittents, mais c'est des enquêteurs qui interviennent et enquêtrices qui interviennent pour vous, qui sont vacataires, hein, qui peuvent travailler 2 jours, une journée ou beaucoup plus. En tout cas, il y a beaucoup d'enquêteurs et c'est vraiment un enjeu pour vous. Et à la différence de Maude et d'Alexandre, vous êtes en statu quo, vous attendez avant de bouger. En tout cas, vous mesurez bien, vous vous préparez à mesurer les effets. Enfin, les effets, vous les sentez bien arriver. Et comment vous y préparez? À toi, Nathalie. Oui, bonjour à tous. Excuse-moi, Nathalie, excuse-moi. Peut-être passer la parole à Geoffrey ou qui, parce qu'il y a une question dans la salle et on a pédagogie, la vulgarisation, on n'en fait jamais assez parce que moi, le premier, je parle de trucs, je sais même pas de quoi je parle. Et le rescrit, si quelqu'un veut bien expliquer ce que c'est que le rescrit l'oralement, qui s'y colle, parce que ça sera pas moi. Geoffroy, hein, meilleur. Allez, Geoffrey. Excuse-moi, Geoffrey. Vas-y. Ah, j'avais mon micro de coupé, excusez-moi. Du coup, oui, le rescrit, notamment le rescrit social, c'est un droit que tous les CSE ont. Et en fait, ça consiste à demander aux URSSAF directement si
leur opinion sur l'application de leurs règles. Par exemple, je veux mettre en place une certaine prestation, une distribution de chèques vacances, et je suis pas sûr que ma méthode de distribution elle est concordante avec les règles URSSAF. Eh bien, je fais ce qu'on appelle un rescrit social. Donc, on va juste sur le site de l'URSSAF, on leur fait à travers leur module une demande, on expose la prestation qu'on souhaite mettre en place et on demande leur avis. Et ce qui est intéressant avec le rescrit social, c'est qu'une fois que l'URSSAF a donné son avis, on peut lui opposer pendant un contrôle. Ça veut dire que si l'URSSAF nous dit oui, vous pouvez le faire, et qu'il y a un contrôleur 2 ans après qui vient dans votre CSE et qui demande à redresser l'activité-là, vous pouvez lui dire ah oui, mais je vous ai demandé il y a 2 ans, regardez la réponse que votre juriste m'a donnée. Du coup, vous ne pouvez pas me redresser sur ce problème-là. Et donc, c'est ça le principe du rescrit. Merci de ton explication, Geoffrey. Et Nathalie, je te repasse la parole. À toi. Merci. Pour faire le plus simple possible, Ipsos, effectivement, a une grosse population d'enquêteurs, mais a aussi une population, bien sûr, de fixes. En gros, pour répartir dans les ayants droit des exercices passés, on avait environ 1000 ayants droit. Ça correspondait à peu près à 700 fixes et 300 enquêteurs ayant droit. Mais la population enquêteur n'est pas de 300 personnes, la population d'enquêteurs était d'environ 1000 personnes. Donc là, effectivement, quand on a vu passer la nouvelle règle suppression des critères d'ancienneté, on s'est dit non seulement on va avoir plus de fixes, parce que notre règle actuelle, c'était 6 mois d'ancienneté, et la population enquêteur devait justifier de 700 heures annuelles grâce au fichier DRH qui nous donnait les heures mois par mois. Donc, on n'a pour l'instant rien appliqué, c'est-à-dire qu'on a laissé l'exercice 2024 tel qu'il était. Et là, pour les chèques vacances, puisqu'ils approchent, ça va être commandé au mois de mai, on a un gros chantier là-dessus et on est en train de se mettre à la page pour, au niveau des fixes, prendre le critère de présence au 30 avril, puisqu'on commande au mois de mai. Pour info aussi, nous, les stagiaires et les apprentis, parce que j'ai eu pas mal d'échanges là-dessus, stagiaires, apprentis, nous, on les prend déjà en ayant droit depuis déjà 8 ans, à peu près, 8-9 ans. Les stagiaires nous, on n'a que des stagiaires de 6 mois. Donc, voilà. Donc, nous, on les prenait automatiquement. Les apprentis, on n'en mettait pas non plus de critères d'ancienneté pour ces deux populations-là. Par contre, pour les enquêteurs, c'est là où est le plus gros chantier, parce que, un peu comme le CSE de Canal, nous, on a des enquêteurs qui, dans l'année, vont bosser 1 heure. D'autres vont bosser 1500 heures. Donc, ça pose un gros problème. Et pour l'instant, je vous avoue qu'on n'a pas encore acté les choses sur cette population d'enquêteurs. On a pensé, mais ce n'est pas acté, voir si on pouvait demander, on a le fichier DRH, et prendre les enquêteurs qui avaient au moins les 3 feuilles de paye dans le dernier trimestre. Donc, c'est une piste pour, avoir ce critère de présentiel quand même en étant là, parce que la population enquêteur, effectivement, on a sur 1 an, si on prend quelqu'un qui a bossé au moins 3 payes dans l'année, on peut se retrouver avec des enquêteurs qui sont déjà partis depuis longtemps et qui n'existent plus, on va dire, dans l'actualité. Or, nous, on commence à réfléchir dans le fait que là, on parle de la dotation vacances puisque c'est l'actualité du jour. On se dit, on donne une dotation vacances à ceux qui sont là, pas à ceux qui étaient là il y a 9 mois et qui ont justifié de 1 ou 2 bulletins de paye au mois de juin 2024, par exemple. Donc, pour l'instant, on est un peu dans cette optique-là. Mais il n'y a pas eu encore il y a eu des discussions au sein de la commission des œuvres sociales, mais il n'y a pas eu de discussion définitive entre élus pour voter ça.
Voilà, donc c'est un problème. Nous, on a aussi le critère de quotient familial, et donc on a 5 à 6 tranches, correspondant au quotient familial. Ça, c'est quelque chose qu'on applique déjà depuis plus de 20 ans. Donc, au niveau des salariés, il n'y a pas de souci. Et le dernier point, c'est que on fait partie, un peu comme mon petit collègue d'avant, de ceux qui ont des réserves financières qui permettraient, on va dire, du recul là-dessus et de permettre d'intégrer sur les vacances 2025 et Noël 2025, d'ouvrir, on va dire, le champ en essayant d'être le plus large possible et tout en maintenant les montants attribués précédemment, mais avec une clause un peu de revoyure sur l'année 2026 en disant voilà, l'impact de l'intégration de plus d'ancienneté des enquêteurs tant et tant va coûter tant, on va pouvoir l'apurer grâce aux réserves antérieures. Maintenant, pour 2026, il faudra faire une clause de revoyure pour voir l'impact et éventuellement diminuer certains budgets, vous diminuer les chèques vacances ou les chèques Noël, puisque là, on va être un peu coincé. Et on s'oriente aussi pour une question la pratico-pratique. On a actuellement un fichier des enquêteurs qui date du 29-28 février. On va demander une actualisation au 30 avril du fichier des fixes et des enquêteurs pour faire une commande à date. Et on pense, on va dire, faire le travail en 2 fois, prendre l'existant pour faire une commande maintenant des chèques vacances. Donc, par rapport au fichier, on va dire, du 28 février, et faire une deuxième commande pour ceux qui, on va dire, seraient ayant droit dans le fichier qui arriverait au 30 avril. On va faire une chose en 2 fois. Mais il n'y a rien d'acté non plus à ce niveau-là. Ok. Question de travail, ce serait ce qui nous penserait le plus pratique, parce que comme on demande le quotient familial, là, si on demande un fichier à la paye au 30 avril, nous, on n'a pas de salariés au CSE. Donc, c'est les élus qui font le taf. Et donc, il y a toute une campagne de demande des avis d'imposition qui demande du boulot. Et donc, c'est pour ça pour ne pas retarder, on va dire, les anciens ayant droit, de faire un truc en 2 fois. Mais il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de solution miracle, comme on a dit depuis le début. Et je sens bien l'attente dans la salle, mais... Oui, non, c'est compliqué et on n'a rien acté vraiment pour la population enquêteur. On veut pas léser tout le monde parce que nous, en tant qu'élus, on trouve ça bien qu'il puisse y avoir plus d'ayants droit. Après, c'est une question de budget et puis c'est une question de travail parce que comme Maud à Canal, nous, on a des populations d'enquêteurs qui travaillent chez Ipsos, mais qui travaillent chez BVA, qui travaillent à Surpresse, qui travaillent n'importe où, ou qui travaillent au Leclerc du coin aussi, parce que les enquêteurs, il faut bien qu'ils trouvent aussi des sources de revenus. Et donc, il y a aussi toute cette population, on va dire, d'intermittents, que ce soit du spectacle ou des enquêtes, qui vont peut-être, eux, grâce à cette fin de critères d'ancienneté, se retrouver avec des trucs vachement sympas pour Noël ou pour les chèques vacances. Donc, tant mieux pour eux, parce que la plupart des gens, c'est aussi des gens qui rament financièrement. Donc, s'ils peuvent rattraper certaines choses au niveau de plusieurs CSE, c'est tant mieux pour eux si ça leur bénéficie. Voilà, mais à tous les CSE, de toute façon, ça va coûter plus cher. Voilà, mais c'est la vie. C'est pas grave. C'est plutôt bien au niveau social, on va dire. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Je passe la parole à Aïcha Genet. Alors, Aïcha, toi, tu es donc la secrétaire du CSE de la Fédération médico-sociale FMS 88, donc c'est dans les Vosges. Vous êtes dans le secteur sanitaire et social. C'est 560 salariés, l'association dont tu représentes le CSE, avec une problématique de salariés à temps partiel, près de 20% des effectifs, des CDD, de nombreux CDD, un turnover important. Vous aussi, comme Nathalie,
vous n'avez pas encore pris de décision actée et mise en place, mise en œuvre d'ores et déjà, comme Maud et Alexandre, mais comment tu vois la chose arriver, Aïcha, à toi. Bonjour à toutes et à tous. J'écoute un petit peu les débats depuis ce matin et puis les commentaires qui sont postés. Je suis en train de me dire que ça va être excusez-moi de la vulgarité du mot, mais ça va être chez nous une merde à gérer. Je sais même pas comment on va pouvoir faire. Effectivement, comme tu dis, on a 560 salariés, entre 60 et 80 CDD par mois. Alors, d'un mois à l'autre, certains sont renouvelés. Donc, si on fait une petite division par deux, on va dire ça veut dire 400 CDD de plus à l'année, ce qui nous fait quand même 960 personnes à gérer. Nous, on est sur toutes les Vosges et puis un petit peu sur deux départements limitrophes, mais ça comprend une cinquantaine d'établissements. Pas de salariés au CSE, ce sont les élus, les élus du bureau surtout, les secrétaires et les deux trésoriers, qui gèrent, je vais dire, la grosse partie administrative des œuvres sociales, après une répartition qui est faite dans les établissements par le biais des élus. Chez nous, on a accès, mais depuis, c'est historique, nos œuvres sociales sont exclusivement distribuées sur les chèques vacances, chèques Noël, adultes et enfants, et chèques culture. Le budget est consommé dans la totalité, tous les ans. Et du coup, je me pose un tas de questions parce qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Enfin, je lis des réponses aussi qu'a fait Geoffroy. Il y a des choses qui, de mon point de vue, mais je ne suis pas juriste, je pense qu'il y a des choses qui sont défendables. Après, de toute façon, en ce qui me concerne, moi, je vais me rapprocher de l'URSSAF. On va être clair parce que c'est tellement compliqué que on va pas prendre nous de décisions. Quand je dis nous, c'est les élus. On va pas prendre de décisions comme ça à la légère. Il y a tellement de choses. Et puis surtout, nous, on a des collègues. Nous, on n'a pas été élus. Au CSE, on est élus, certes. Il y a la gestion des œuvres sociales, mais on est aussi élus pour en représentation de nos collègues sur tous les autres domaines. Cette décision de la Cour de casse, elle fait aussi. Alors, personne n'en parle, mais si on a l'honnêteté de dire les choses, elle peut mettre en difficulté des élus, quels que soient les syndicats, qui auront à la charge de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, parce que forcément avec un budget identique, en entrant des personnes qui jusque-là n'avaient pas le droit, je le mets entre guillemets, ça va faire forcément diminuer les montants pour les salariés, ce qu'on appelle les salariés titulaires ou les longs CDD. C'est pas quelque chose que les collègues apprécient, on va dire, faut se dire les choses comme elles sont. En plus, nous, on va être sur une année d'élection CSE l'année prochaine, donc c'est bien, en plein dedans. Il va falloir qu'on communique auprès de chacun des salariés. Chacun, vous entendez, ça fait 560 personnes à aller rencontrer, pour leur expliquer que c'est pas une décision du CSE, c'est une décision, on va dire la loi qui est tombée, enfin la loi, les directives qui nous sont imposées. Après, c'est pas, nous on n'a pas, la Fédération médico-sociale, on n'est ni fonctionnaire, alors on est privé à but non lucratif, mais avec des financements, dotations sur des financements publics en fonction des établissements. Vous avez les services sociaux, vous avez, enfin bref, il y a 50 structures différentes, maisons d'accueil spécialisées, des ESAT, centres d'hébergement de réinsertion, enfin bref, c'est assez gros. Quid, moi je me dis comment expliquer aux collègues qui, de toute façon, in fine, clairement, ils vont avoir demain moins d'œuvres sociales. Jusque-là, on mettait un critère d'éligibilité, comme à peu près tout le monde là, pour différentes raisons, parce que effectivement, en considérant que sur la masse salariale des personnes qui étaient là depuis 2 mois, vous ne pouviez pas donner la même somme que des personnes qui sont là depuis, 6 mois, 1 an et plus. Et puis de toute façon, on n'avait pas les moyens financiers pour le faire aussi.
demain, d'après ce que je comprends, il faudra donner à tout le monde et a priori à tout le monde pareil, si j'ai bien compris. Bon, pour ce qui est des apprentis, le problème ne se pose pas. Nous, on a toujours donné aux apprentis. Quid des stagiaires? Alors, il faut distinguer stagiaires et stagiaires. Vous avez des stagiaires qui sont là pour un moment, et puis vous avez des stagiaires, les stagiaires qui sont en stage de découverte, c'est-à-dire 8 jours, 15 jours. Est-ce qu'on doit leur donner ou pas? Vous avez des stagiaires. Alors, est-ce que je peux te couper un instant? C'est vrai que j'en ai pas parlé. Je l'ai répondu dans le chat, mais je n'en ai pas parlé quand j'ai pris la parole. Tout ce qui est stage de découverte sont exclus du dispositif. On parle vraiment de stage de professionnalisation. Du coup, les stagiaires de troisième qui sont là pendant une semaine n'ont pas à recevoir, n'ont pas à avoir accès aux AST. Alors, vous pouvez avoir des stagiaires. Alors, on a des métiers de l'éducation. Par exemple, vous avez des stagiaires qui viennent pour un mois dans l'entreprise. Ils sont pas salariés de l'entreprise, hein, parce qu'ils ont 3 ou 4 stages à faire et ils choisissent une de nos structures. Est-ce que ceux-là, enfin 1 mois ou 2 mois, hein, peu importe, est-ce que ceux-là sont considérés comme ayant droit ou pas? Alors, ça dépendrait. Je suis pas un professionnel des types de contrats de stage qui existent. Si c'est un contrat vraiment un contrat de stage de professionnalisation et pas de découverte, il y aurait droit, oui, quelle que soit la durée du stage. Mais il n'est pas salarié de l'entreprise. Ah oui, mais même s'il n'est pas salarié, la loi, elle est vraiment claire là-dessus, c'est salarié et stagiaire. D'accord. Alors, ça veut dire que ces stagiaires potentiels, s'ils ont 4 stages à faire dans l'année, ils ont 4 structures différentes, enfin 4 employeurs, et ils toucheront 4 fois les œuvres sociales. Effectivement, c'est l'effet d'aubaine que le tribunal judiciaire et puis la cour d'appel a essayé de dire. C'est pour ça qu'on estime que c'est pas discriminatoire, mais oui, il y a un effet d'aubaine qui peut exister. Et nous, on ira expliquer à nos collègues que c'est le fait d'aubaine que voilà. On est obligé de leur enlever pour donner à des personnes qui sont pas entre guillemets salariés de l'entreprise. Ensuite, bah oui, non mais c'est des réalités. Hein, il va falloir qu'on aille rencontrer tout le monde pour leur expliquer tout ça. J'ai lu tout à l'heure aussi dans le chat qu'il y avait les personnes qui étaient en contrat suspendu, donc les sans solde, les sabbatiques, etc. Ils prétendaient aussi. Là aussi, ça interpelle. Quand vous prenez un congé sans solde ou sabbatique, vous êtes toujours salarié, mais avec un contrat suspendu. Effectivement, il n'y a plus de... vous ne percevez plus, entre guillemets, dans la masse salariale des œuvres sociales, enfin, la contribution sur les œuvres sociales. Et puis, 9 sur 10 ou 8 sur 10 vont travailler chez un autre employeur. Donc, les salariés concernés ne travaillent plus chez vous pendant 1 an ou un peu plus. Mais vous devrez quand même leur attribuer des œuvres sociales. Enfin, je prends acte. Hein. Aïcha, oui. Je me permets de te couper peut-être, parce que le temps tourne, et tu poses vraiment un sujet qui est en filigrane dans le chat et qui a été posé par une personne au tout début qui disait nous on a neutralisé le critère, on a mis en place des coefficients familiales et ça a été un irritant pour dire à tout le moins pour les salariés. Et tu poses vraiment le sujet. Dans un contexte de renouvellement de l'instance, élection professionnelle, comment on explique la majorité en place, comment on va expliquer la majorité en place les effets, l'enjeu que ça représente. C'est intéressant de t'entendre dire et c'est une difficulté, c'est une couche de plus dans la problématique qui vous est adressée. On est d'accord? Oui. Ok. Je t'ai coupé. Est-ce que on passe la parole à Maud? Tu vois d'autres points comme ça, on a un peu de temps pour la fin. Oui, bah non, après, de toute façon, là, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Après, vu qu'il y a tellement de choses, moi, je vais me rapprocher, moi, de l'URSSAF et puis on va voir ce qui est possible de faire et pas. Entendu. Merci beaucoup, Aïcha. Merci. Alors, Maud, je te repasse la parole parce que vous avez formé un collectif de CSE. Collectif média, vous l'appelez comme ça, je crois, et qui regroupe les CSE de Canal+, de TF1, de M6, de France Télévisions, parce que vous êtes tous concernés sur ce secteur d'activité de la même façon. Et si tu peux nous en dire un peu cette façon de faire, et dans quelle mesure ça peut augurer d'approche sectorielle de lobbying, comme on peut le voir, on pourrait le voir dans les instituts de sondage avec Nathalie, peut-être aussi, avec des approches convergentes. C'est quoi votre démarche et votre motivation à agir?
Donc en effet, quand la Cour de cassation, l'arrêt est tombé, du coup, voilà, comme je expliqué tout à l'heure, on s'est tous posé la question par rapport à notre population d'intermittents. Donc nous, on a contacté pas mal de médias, dont TF1, avec qui, et après TF1 a pris un peu le lead sur ce collectif, pour se dire, ensemble, on a les mêmes problématiques. Donc essayons de voir ce qu'on peut faire. Notamment, au début, on était parti sur la force d'un rescrit commun, voilà, pour voir un peu, voilà, pour être plus fort face à tout ça et trouver aussi des idées, comme on peut le faire là, échanger sur nos problématiques et comment trouver des idées. On se rend compte qu'en fait, un rescrit commun, c'est compliqué parce que on a une vision, même si elle est à terme la même, mais on a des façons de faire un peu différentes dans notre gestion de ce problème. Donc c'était compliqué. Et on réfléchissait, on se réunit à peu près tous les mois, on réfléchit sur comment agir. Et on s'est aussi posé la question de se dire, ce serait peut-être bien quand même de voir déjà aussi avec nos propres syndicats comment eux peuvent agir, comment eux, ils peuvent nous aider au niveau du national. Donc ça, on a chacun fait remonter selon nos propres sources syndicales pour voir voilà, comment ils pouvaient nous aider, quels étaient eux leurs moyens de pression. Alors quand on dit un moyen de pression, c'est toujours un peu, c'est pas vraiment de la pression, mais comment faire évoluer les choses, parler avec en tout cas les pouvoirs politiques. Et puis on s'est dit que potentiellement également on allait voir un peu, étudier les pistes au niveau du législatif. Alors pour le moment, je ne peux pas trop en parler parce que c'est en cours et que il y a plein de choses qui sont en train d'être faites. Mais voilà, donc on essaye d'agir un peu, on va essayer d'agir sur le législatif pour peut-être faire évoluer certaines choses, certains critères. Mais voilà, pour le moment, on en est là. Mais c'est vrai qu'on pense que se regrouper, en tout cas en termes de groupe d'intérêt par rapport à cette problématique, nous, les médias, c'est vraiment un intérêt avec les intermittents et les pigistes. Mais Nathalie, avec les enquêteurs, je pense que peut-être, voilà, je pense que de se réunir et de faire des groupes peut potentiellement aider au niveau d'une pression un peu aussi syndicale et de voir aussi avec nos propres sections syndicales comment on peut agir. Parfait. Merci beaucoup, Maude. Écoutez, on a un bon petit quart d'heure pour pouvoir rebondir, prendre les questions de la salle. Moi, je me permets de faire le réponse du sondage. Vous adressez, partagez, vous les voyez comme des grands, hein, mais voilà. Donc, vous êtes 67% à plutôt être défavorable à la attendez, à chaque fois, je me mélange les pinceaux. Non. Êtes-vous favorable? Vous êtes une majorité à être favorable. Voilà, c'est moi qui disjoncte. Êtes-vous favorable à la neutralisation de l'ancienneté dans l'attribution des ASC du CSE? Vous êtes une majorité à être favorable à la neutralisation de l'ancienneté dans l'attribution du CSE. Et non, vous êtes. Mais non, c'est le contraire. On est défavorable. Une majorité veut revenir à l'ancien système. Bon, je pédale dans la soucroute, excusez-moi. En tout cas, ça me permet de faire le lien avec ce que disait Maude et c'est plus global. C'est comment donc vous êtes une majorité à voir cette mesure de façon comme une contrainte et pas comme une opportunité. Et c'est toute la difficulté d'embrayer les organisations syndicales dans l'histoire, parce que pour les syndicats, comme au niveau de la justice, c'est des histoires de discrimination. On parle bien de discrimination. Et donc, c'est jamais très facile pour une organisation syndicale, quelle qu'elle soit, de se positionner pour faire du lobbying, pour protéger quelque chose qui caractérise une forme de discrimination, voire une discrimination. Et donc, c'est pas forcément facile. Voilà, je mets ça dans l'échange. Et je vous laisse peut-être, Geoffrey, sur ce que vous avez pu voir dans le chat et qui mérite des rebonds de votre part. N'hésitez pas. Donc, surtout, qui veut y aller? Alors, j'ai beaucoup répondu dans le chat. Je sais pas si je peux reprendre quelques questions qui étaient pertinentes parce que j'ai pas une vision globale. Par exemple, là, j'ai une question de Valérie Iso qui dit que pour un voyage organisé, la personne doit être toujours présente le jour J. En fait, il faut faire le distinguo si jamais une prestation, elle peut avoir une période d'inscription ou non.
si jamais une prestation a une période d'inscription, si le salarié s'est inscrit pendant la période d'inscription et qu'il a quitté l'entreprise a posteriori et du coup qu'il n'est plus dans l'entreprise au moment, par exemple, du voyage, De prestation 23-21-233 du 12 mars 2025. vu qu'il s'est inscrit, il aurait le droit à la prestation, même s'il n'est plus dans les effectifs au moment du voyage. Par contre, s'il n'y a pas de période d'inscription avant, par exemple pour une distribution de chèques vacances, si jamais on ne fait pas d'inscription pour les personnes qui veulent des chèques vacances, alors là, c'est toutes les personnes qui sont présentes le jour de la distribution. Et j'ai vu également des questions par rapport à une double condition de présence, à la fois être présent le jour de l'inscription et le jour de la distribution. Alors là, on entre dans un territoire qui est assez flou, qui peut être assimilé à une condition de présence. En gros, on demande aux salariés d'être présents entre l'inscription et la distribution. Alors, du coup, moi, je déconseillerais quand même cette méthode de distribution. Mais comme je vous dis, encore une fois, avec un contrôleur URSSAF, les contrôleurs URSSAF, ils se ressemblent pas tous. Il y en a certains dans certains secteurs d'activité qui vont laisser plus passer, on va dire, entre guillemets, les entraves aux règles que d'autres. Ça, malheureusement, à chaque fois qu'on a un contrôleur URSSAF, on joue un peu au hasard avec la chance sur le type de contrôleur qu'on va rencontrer. La condition de présence n'est pas une condition d'ancienneté, on est d'accord, mais les deux sont discriminatoires du point de vue de la jurisprudence. Ouais, vas-y, Nathalie. Ouais. J'avais une question, Geoffroy, mais comment vous faites pour gérer, je prends l'exemple de l'actuel des chèques vacances, entre le moment, comme disait Alexandre, entre le moment où on fait la commande et le moment où il y a la livraison des chèques vacances, il faut réactualiser le truc, on n'en finit plus, non? On est d'accord, c'est ici le gros problème, on va dire, logistique de cette décision, qu'apporte du coup cet arrêt de 2024. Je ne peux pas vous donner de réponse absolument 100% foolproof claire par rapport à comment on gère cette situation. Il y a certains qui vont estimer que c'est le jour de la commande qui fera foi, tandis que d'autres vont dire que c'est vraiment le jour de la distribution. Aujourd'hui, j'ai pas vu de rescrit fiscal par rapport à l'URSSAF par rapport à ça. Moi, personnellement, je partirais du principe que c'est le jour de la distribution et si en raison du coup d'un manque dans le registre du personnel, on n'a pas commandé assez, il faut régulariser la situation et en commander davantage et puis les distribuer a posteriori après, quoi, faire une régule, simplement. Mais forcément, le registre du personnel, on l'a pas le jour J. Si on arrive à l'avoir une fois par mois, c'est déjà qu'on a pas mal de chance avec le service RH. On est d'accord, c'est un problème logistique. On est d'accord. Il y a Sonia qui parle des salariés partis. Un salarié, je prends l'exemple là, toujours de la détention de vacances, on est au 29 avril, quelqu'un qui part des effectifs au 30 avril, donc on lui donne des chèques vacances, on lui donne rien, vu qu'on prend la date de la distribution ou quid de la date de la commande, nous, personnellement, dans les salariés fixes, quelqu'un qui partait des effectifs le 30 avril, on ne lui donnait pas de chèque vacances. Antérieurement. Et c'est quoi la distribution? Bon, on donnait quand on faisait la commande des chèques vacances, on va dire le 10 mai pour une livraison vers le 20, comme ça. Quelqu'un qui sortait des effectifs au 30 avril, on lui donnait pas de chèque vacances. On lui donne pas de chèque vacances, oui. Oui, parce que du coup, la commande, à la fois la commande et la distribution, c'est après son départ. Du coup, oui, il n'a pas le droit au chèque vacances. Oui, voilà. C'est ça. Alexandre, tu voulais. En tout cas, on voit bien le côté. Nous, pour les. Allez-y. Ouais. Vas-y, Rodolphe. Non, moi, simplement, je fais un aparté pour dire, simplement, dans le chat, on voit bien toutes les solutions de contournement et, entre guillemets, l'hypocrisie qu'il y a sur la proratisation. Alors, on parle d'ancienneté de façon indirecte. Bon, bref, on tord le truc, on essaye de jouer avec le truc et on tourne autour de la proratisation. Enfin, il y a une ancienneté indirecte de fait, quoi. Alexandre. Non, je disais, nous, par exemple, pour les chèques vacances, Geoffrey, est-ce qu'on fait bien ou pas? Par exemple, donc là, je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, on a envoyé un mail et donc on prendra tout, comment dire, le fichier RH qui s'arrête au 30 avril, d'accord? Après, je sais plus qui expliquer, mais on a un décalage, donc
quand on reçoit le fichier RH au 15 avril, en fait, c'est pour les salariés arrêtés fin mars. Donc, on sera contraint de faire 2 commandes, puisque on devra attendre le fichier de fin mai pour les salariés arrivés jusqu'au 30 avril. Donc, la date finale, c'est le 30 avril. Par contre, la distribution, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie, elle se fera en décalage. Du coup, est-ce qu'on est quand même dans les clous? Et par contre, petit aparté, nous, on a toujours mis en place, quoi. En tout cas, à la base, comme c'est moi qui gérais sur le siège, moi, je partais du principe qu'à partir du moment où j'ai commandé le chèque et que, par exemple, le salarié pouvait très bien partir, comment dire, 2 jours après la distribution ou était en cours de partir, à partir du moment où on l'avait commandé, on lui envoyait. C'est m'est déjà arrivé de faire des recommandés et de l'envoyer au domicile. Je sais que ça faisait débat auprès des collègues. Je leur disais, non, mais attendez, je dis donc, je vais me faire chier à faire à remplir un document sur le site de la NCV pour que le CSE se fasse rembourser. J'ai plus vite fait de faire un recommandé, de l'envoyer aux salariés. Surtout que, en fait, pour la période de commande que l'on fait, le salarié a bien travaillé. Et je trouve ça un peu dégueulasse. Je m'étais même pris la tête avec une de mes collègues parce qu'elle savait que quelqu'un allait partir, n'était pas encore parti. Et du coup, la salariée m'a appelé en me disant, Alexandre, j'ai pas mon carnet de chèques vacances alors que mes collègues l'ont eu. Et j'ai dit, bah, pourquoi? Elle me dit, bah, parce qu'apparemment, je vais partir. Et du coup, j'étais monté au créneau et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est pratique? Voilà, on n'est pas dans une série de télé, toi je te donne pas, etc. Donc, j'avais beaucoup râlé. Et c'était pareil, j'avais une salariée, en fait, elle travaille avec son mari au sein de l'entreprise et on ne voulait pas donner, j'ai dû pareil râler, on voulait pas lui donner en fait le chèque Noël enfant et même adulte. En fait, non, c'était enfant, on voulait pas donner aux 2 salariés. Sauf que les conditions d'attribution, on donne bien par rapport aux salariés, pas par rapport à l'enfant. Donc, D'accord. si demain vous avez un couple, ils ont 5 enfants, bah oui, potentiellement vous allez donner 5 fois 100 euros pour le papa, 5 fois euros pour la maman. Et donc voilà, c'est des petites règles comme ça qui sont nous ça va, ça a fait débat en fait il y a 1 an et demi, donc je vois que je suis pas dans les mêmes problématiques que vous, mais après quand je vois tout le fil là, tout le chat, je me doutais que ça allait, comment que ça faisait débat, que ça posait des problèmes. À ce point non, comme je vois Rodolphe, il y a beaucoup de manières d'essayer de contourner les choses. Ça me surprend un peu et c'est bête ce que je vais dire, mais malheureusement, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir accepter. Et donc, il va y avoir de la casse dans certains CSE, ça je l'ai bien compris malheureusement, mais il va falloir accepter qu'il y a des prestations qui vont disparaître et que des montants vont devoir être diminués. Malheureusement, et puis je vois surtout Aïcha, elle a vraiment, je sens par contre de ce qu'elle dit, il va y avoir une grosse problématique chez elle, parce il va falloir aller voir les 500 et quelques salariés si elle n'a pas de moyen de communication directe par mail ou SMS avec eux, par exemple, ou un site internet dédié. Et je vois qu'Aïcha, ouais, ça a l'air d'être bien compliqué malheureusement. Après, pour revenir sur la question de date de commande ou date de distribution, c'est, on va dire, un flou depuis des années. Aujourd'hui, la plupart des CSE, c'est la date de commande qui fait foi. Voilà, il suffit de mettre voilà, la décision de faire la prestation, dire bon, voilà, c'est le jour de la commande, c'est ça qui fait foi, et puis on va distribuer tout lors aux salariés des gens qui sont présents lors de la distribution, lors de la commande. C'est une possibilité. J'avais encore un truc. Est-ce que on peut faire de la proportionnelle? On peut pas, on est d'accord. Si jamais une personne, t'essayes de dire, si jamais une personne est là 6 mois, on lui donne que la moitié des chèques vacances. C'est un exemple. Ouais, non, c'est pas possible. Non, c'est ça, c'est la discrimination. C'est la discrimination, ouais. C'est lié à l'ancienneté, ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi la possibilité de faire, nous, je prends l'exemple des chèques vacances toujours, nous, on les donne à 100% des ayants droit. Mais est-ce qu'il y a je vois qu'il y a des CSE qui font un système d'inscription. Du coup, est-ce que potentiellement, quelqu'un s'inscrit, il a le droit au chèque vacances, quelqu'un qui ne s'inscrit pas, il n'a pas le droit au chèque vacances? Est-ce que non, ce serait pas de la discrimination, puisque dans le même cas, par exemple, imaginons, on prend la même logique, mais pour une prestation, un voyage. Si jamais il y a une inscription au voyage, les gens qui ne s'inscrivent pas au voyage, n'ont pas le droit de participer au voyage. Et c'est la même logique pour les distributions de chèques vacances. Si on met en place une période d'inscription,
un mois, 2 semaines, je ne sais pas quoi, qui soit cohérente. Hein. Il faut quand même que l'information puisse aller à l'ensemble des salariés et qu'ils aient le temps de décider ou pas de participer à la prestation. Alors, dans ce cas-là, on pourra exclure les gens qui ne sont pas inscrits pour la prestation. Alors, c'est ce que nous, on fait, hein, Nathalie, à Canal. En fait, on fait une inscription sur un mois. Et là, on a déterminé. Il y a déjà des gens qui commencent à nous dire oui, j'ai pas pu m'inscrire. Et en fait, bah, tant pis, quoi. Malheureusement, voilà, il y a une période d'inscription. On communique. Pendant la période d'inscription, ceux qui n'ont toujours pas, qui ne se sont toujours pas inscrits, on leur fait un mail en leur disant attention, la période d'inscription, elle s'arrête tant. Vous êtes toujours pas inscrit, inscrivez-vous. Donc, on sollicite, on communique. Mais au-delà de la période d'inscription, c'est comme Geoffrey disait, hein, c'est comme les voyages. Hein. Ça, tu peux le faire légalement. Mais même pour Noël, par exemple? Et vous faites comment? Non, vous faites Ah non, comment, c'est pour Nathalie? Noël, pour Noël logiquement, également. Vous faites comment Ah, pour Noël. Ok. pour des salariés en arrêt maladie? Vous faites comment, Maud, du coup, quelqu'un qui est en arrêt maladie, en accident de travail, qui du coup peut pas répondre à la dite communication parce qu'il est plus dans les, il travaille pas, quoi, il est chez lui. Du coup, vous lui donnez pas non plus? Alors, généralement, les salariés, même en arrêt maladie, ont l'info. Donc, ils nous font D'accord. un mail et ils ont accès à leur site internet. En fait, on a un site internet. Ils peuvent y aller, commander, faire tout ce qu'ils veulent sur le site internet. Donc, généralement, ils ont l'info. Et ils nous disent, voilà, j'ai eu un problème. Là, on regarde les cas un peu. Mais généralement, ils ont D'accord, l'info ok. chez nous. Tu fais quand même du cas par cas au final, de ce que je vois, voilà, Ça dé- Un quand arrêt c'est maladie, nécessaire. je vais être un peu plus, oui, enclin à regarder ce qui s'est passé, mais en sachant, en faisant de la pédagogie aussi derrière, en leur disant qu'ils ont accès à leur site internet, parce que on se rend compte que même pendant les arrêts maladie, les gens consomment. Hein. Donc, c'est qu'ils ont bien accès quand même. Et nous, en Oui, plus, oui, non, mais on communique sur les adresses Canal, hein, mais sur les adresses perso aussi. Donc, ils peuvent mettre leur d'accord. adresse perso. Donc, généralement, ils ont l'info. Entendu, qui voyait des choses. Alors, il y a plein de choses dans le chat. J'ai mis en lien des ressources produites par 3E. Là, vous avez Excusez-moi, j'ai pas pu répondre à tout le monde dans le chat. Il y a vraiment beaucoup de c'est pas la questions. promesse On non sent plus. que, C'est pas un question-réponse. Hein, c'est pas la ouais, c'est pas une promesse. Hein. question-réponse, mais on sent vraiment que il y a un grand flou par rapport à ça. Et je vous l'avoue, même pour moi, il y a un flou sur certaines questions. Hein. On peut pas donner des réponses exactes comme on pourrait dans d'autres pans juridiques. Voilà, on voit vraiment qu'il y a un grand attrait à cette problématique. Moi, je me fais une séquence promo parce que Miroir Social, c'est pas simplement un média qui organise des directs, mais c'est un média qui produit de l'information. Et là, je vous le préviens, c'est un teasing, mais bon, c'est une information sur abonnement, mais c'est une information qui est sur une association qui a mis en place une règle qui leur permet a priori de passer à travers, mais qui est historique, c'est-à-dire que sur les chèques vacances, il y a une participation des salariés, mais elle est prélevée, il y a la part salariale fait l'objet qui représente à peu près 20%, est prélevée mensuellement sur le salaire au 2 du mois pendant 4 mois. Et c'est ce qui leur permet a priori de passer le truc. Mais ça, c'est une décision historique qui n'a rien à voir avec l'arrêt de la Cour de casse. À toi, Nathalie, excuse-moi. Nous, on le fait aussi. On fait un système d'épargne chèque vacances qu'on lance au mois d'octobre et qu'on distribue au mois de juin sur 9 mois. Et ça, c'est comme disait Geoffrey, c'est sur la base d'une inscription. Et donc là, il n'y a pas d'histoire d'ancienneté parce qu'il faut être présent au moment de l'inscription. Quelqu'un qui rentre au mois de janvier ne peut pas souscrire à l'épargne puisqu'il n'était pas là au moment de l'inscription. Donc là, on est d'accord qu'on est dans les clous aussi, ça. Ok, d'accord. Pour ce genre de choses. Oui. Entendu. Ok. Est-ce que voilà, vous voyez des points, enfin les questions auxquelles on n'a pas répondu, il y en a un paquet, je pense. Mais en tout cas, qu'on a ouvert peut-être et vous voyez que les questions sont partagées, ça c'est clair. On est bon là ou on arrive doucement, on est à la fin. Là, vous voyez, vous avez un petit mot de conclusion au regard des échanges, Aïcha. N'hésitez pas, quel moment, Aïcha. Je suis dépitée, mais bon, on va se remettre. Moi, il y a des choses qui me
C'est pour Geoffrey la question, parce que il y a beaucoup de gens qui ont posté sur le chat avec l'histoire de la position par rapport à la tranche d'impôt, mais du coup, en fonction il n'y a pas un truc discriminant là, parce que ce serait en fonction des revenus des salariés. Non, alors là, je vais te lire le guide pratique de l'URSSAF mot pour mot. Une modulation du montant de l'avantage est possible selon des critères sociaux objectifs et prédéterminés, quotient familial, revenu fiscal de référence. Voilà, donc ça, c'est les critères qui sont listés directement par l'URSSAF dans le guide de l'URSSAF. D'ailleurs, le guide de l'URSSAF, je vous le recommande à tous. Une simple recherche Google, guide URSSAF 2025 CSE, c'est un document que l'URSSAF fait tous les ans et qui est très intéressant, très, très synthétique et en fait qui liste toutes les règles par rapport à l'ensemble des prestations des URSSAF pour être exonérés du coût de cotisation. Et du coup, les questions, il y a pas mal de questions par rapport à ce quotient familial, si on pouvait ou pas l'utiliser. Donc oui, on peut utiliser le quotient familial, soit du salarié, soit du foyer, mais faut que la même règle soit appliquée à l'ensemble des salariés. Donc, si jamais on utilise le quotient familial du foyer, c'est pour l'ensemble des salariés. Ok. Et puis Nathalie a posé une question et du coup moi je complète la question, c'était sur la proratisation, mais du coup la proratisation par rapport au contrat de travail, c'est-à-dire quelqu'un qui est embauché à 10%, il a les mêmes prestations que celui qui est à 100%. Exactement. Ok. Oui. Bon, on n'a pas éclusé le sujet, comme je dis à chaque fois, mais c'est en raison, heureusement. Ça ouvre plein de sujets potentiels. En tout cas, merci à vous d'avoir partagé vos témoignages. Hein. Merci à 3E d'avoir porté cette rencontre. Merci pour les riches interactions dans le chat. Il y a vraiment, on sous-exploite, entre guillemets sous-exploité, mais en tout cas, il y a beaucoup d'échanges intéressants dans le chat, qui sont à capter. En tout cas, vous qui participez, je crois que vous pouvez normalement avoir un export du chat. Hein, donc, c'est toujours intéressant à garder. Après, vous pouvez faire travailler une IA dessus, et ça va vous faire des résultats intéressants. Compte rendu à suivre. La semaine prochaine, prochain direct de Miroir Social sur le sujet des retraites supplémentaires dans les entreprises, comment on pose le sujet. Voilà. Et on aura également une rencontre avec 3E par l'intermédiaire du cercle Maurice Cohen fin mai par rapport au serpent de mer de la simplification du fonctionnement des instances et les propositions que porte le cercle Maurice Cohen sur le sujet. Donc on va vous proposer un débat là-dessus en courant mai. Donc soyez nombreux et puis écoutez, j'espère qu'à défaut de vous avoir fourni la réponse toute prémâchée, ça serait pas rigolo. C'est un peu plus éclairé. Oui. J'espère qu'ils sont un peu plus éclairés et qu'ils se rendent compte que leur problème, c'est pas juste leur problème, c'est le problème de tout le monde. Tout le monde a ce genre de problématique. On se pose tous des questions sur ça. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Et Maud, si c'est un peu inspiré peut-être des collectifs qui peuvent se monter et je pense qu'on verra peut-être ou pas. Mais les organisations syndicales se positionner plus clairement sur le sujet et je pense que ça le mérite et ça va devoir être fait. Ça va pas forcément être facile et évident, mais ça va devoir être fait. L'explication de texte devra tomber et là, il y a les arguments qui vont avec. Écoutez, merci beaucoup. Je vais couper et je vous souhaite une excellente journée et au prochain direct de Miroir Social. À bientôt. Merci. Bonne journée. À bientôt. Je coupe. Hop.